Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Que faire de l'intelligence artificielle à l'école? Est-elle un danger ou au contraire une opportunité pour les enseignants comme pour les élèves? On va en parler avec notre invité Mathias Debièvre qui plaide pour des formations urgentes à l'intelligence artificielle, que ce soit dans les entreprises ou les institutions. Passe ton bac d'abord, c'est un tout nouveau jeu de société pour aider les lycéens à réviser le baccalauréat tout en s'amusant. Un jeu de plateau conçu par 15 enseignants de l'éducation nationale. On va le découvrir ensemble dans quelques minutes. Et puis dans sa chronique Vue à l'étranger, Louisa Garotiard nous emmènera à Gaza où les enfants grandissent dans la violence et la pauvreté. Louisa qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Louisa. Bonsoir Loïc. On commence ce journal à Lyon où s'ouvre le procès de Myriam Jawen, ancienne employée de la crèche privée People et Baby. Cette ancienne employée est jugée devant la cour d'assises du Rhône pour le meurtre de Lisa, une fillette de 11 mois. Et les faits datent du 22 juin 2022. Jugée pour meurtre sur mineur, Myriam Jawen, employée depuis 3 mois au sein de la crèche People and Baby située dans le 3e arrondissement de Lyon, avait selon le parquet, je cite, aspergé puis fait ingérer un produit caustique de type desktop à la fillette. Alors si l'accusée affirme que son acte n'était pas prémédité, elle précise que les pleurs de l'enfant et ses affaires personnelles seraient la cause de son acte. Arrivée sur place en 2022, les secours auraient retrouvé la fillette brûlée et inconsciente. Ce drame aura révélé les dysfonctionnements du secteur privé. Pour l'inspection générale des affaires sociales, il y a un taux d'encadrement trop faible, un manque de salariés et des contrôles insuffisants. Mais quels sont les impacts du secteur privé pour les familles? Voici ce que disait maître Jean Sagnier, avocat de l'association Innocence en danger, au micro d'RMC. Par rapport à la sécurité de nos enfants, on peut continuer à laisser tout un pan de l'économie à la merci de ces grands groupes qui font des bénéfices considérables. Les bénéfices sont nécessairement issus d'une rétractation des conditions d'accueil. Commission d'enquête publiée en mai 2024 par l'Assemblée nationale révélait un système à bout de souffle, marqué par de multiples dérogations et un sous-financement chronique. Jugée aujourd'hui, Myriam Jawen pourrait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Affaire à suivre. On continue avec les annonces du Premier ministre François Bayrou concernant la reconquête de l'écrit chez les élèves. Et désormais, des ordinateurs portables ainsi que des tablettes vont être offerts aux élèves dès la classe de 6e. Oui, les élèves d'aujourd'hui font 2 fois plus de fautes que leurs camarades de l'année 1987, un niveau qui ne cesse de chuter. Si certains spécialistes pointent du doigt le manque d'enseignement, le Premier ministre souhaite augmenter le temps d'écriture dans une société où l'image prime sur le champ intellectuel de la culture. Offrir des ordinateurs serait donc la solution. Près de la moitié des départements en ont distribué aux élèves de 6e, mais les professeurs ne sont pas formés à leur utilisation. Certains sont même parfois réticents. Un professeur d'histoire-géographie parlait d'une opération de communication politique au micro d'RMC. Depuis quand date ce déficit? Quel est l'impact pour les élèves dans l'enseignement supérieur? On va écouter Pierre Rondeau, économiste, au micro d'RMC. Ça remonte effectivement au moins une dizaine d'années, puisque dans la mesure où ils ont eu le bac au moins l'année dernière ou lors d'il y a 3 ans, il y a 10 ans, ils ont pu intégrer l'école primaire, et à l'école primaire, ils n'ont pas pu à obtenir la capacité à écrire et à bien écrire. Et en plus, ce qui moi me choque encore plus que ce constat qui est fait pour le supérieur, c'est qu'ils aient le bac. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, je me plains à chaque fois quand je peux en parler avec un directeur pédagogique d'une école ou à l'université, c'est qu'on retrouve et on récupère aujourd'hui des étudiants qui n'ont pas le niveau orthographique nécessaire pour légitimement avoir un DEUG, une licence ou un master. Et on va leur donner une licence alors qu'ils n'ont pas la capacité à écrire un mail, écrire une lettre de motivation, candidater à un poste. Ils vont envoyer un mail ou rédiger une lettre de motivation. Elles seront bourrées de fautes. Direction l'Indre-et-Loire maintenant, où l'Éducation nationale a annoncé hier soir la fermeture de 49 classes contre 21 ouvertures. Et c'est une annonce évidemment qui ne plaît pas du tout aux syndicats. En effet, du nouveau du côté de la carte scolaire en Indre-et-Loire. Hier soir, le Conseil départemental de l'Éducation nationale à la préfecture a annoncé de nouveaux chiffres, 21 ouvertures et 49 fermetures. Alors pour Christian Mandivet, directeur académique, ces mesures sont prises, je cite, dans un contexte de baisse démographique avec 630
30 élèves de moins attendus à la rentrée. Il précise la création d'un service centralisé du remplacement et de 16 postes de remplaçants. Les syndicats enseignants ont encouragé à se mobiliser devant la préfecture. Et voici ce que disait Ghislaine David, co-secrétaire et porte-parole SNUP-FSU, sur France Inter. On ouvre des classes dans certains endroits, on enferme. Le solde, vous voyez bien qu'il n'est pas de 470 parce que, en fait, les directeurs académiques dans les départements font le choix de faire autre chose en ouverture de postes, notamment des postes de remplaçants, on en a besoin, mais aussi d'autres postes, des postes de conseillers pédagogiques ou de référents. C'est pas des ouvertures de classes, ça veut dire que c'est pas des enseignants dans les classes, et on voit un peu partout fleurir, notamment en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, des banderoles sur les écoles parce que vous l'avez dit, il y a énormément de fermetures de classes et ça fait réagir. On continue à Villeurbanne, du côté de Lyon, où un foyer permet aux mineurs prostitués de redevenir des enfants et de restaurer le lien aux adultes. En effet, et ce foyer, c'est l'îlot, une structure novatrice financée par la métropole de Lyon et encadrée par l'association Relais. Située à Villeurbanne, elle permet de lutter contre la prostitution des mineurs. Si l'adresse est tenue secrète, c'est pour protéger 6 adolescentes de 14 à 18 ans en perdition. Mathias Cornu, directeur de l'association Relais, confiait à Libération son inquiétude sur les nouvelles formes de prostitution. Je cite, « Ça se passe sur les réseaux sociaux, via des gangs, avec des gamines qui n'ont parfois même pas conscience qu'il s'agit d'exploitation sexuelle. Elles fuguent constamment et représentent un danger pour les autres puisque certaines deviennent elles-mêmes proxénètes. » Alors en France, c'est 15 000 à 20 000 mineurs qui seraient victimes de prostitution. Les filles en seraient la majorité. L'ampleur des réseaux de proxénètes étant grandissante, l'Assemblée nationale avait lancé en avril 2024, une commission d'enquête sur, je cite, « les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ». L'enquête est toujours en cours. Et on termine ce journal avec l'ouverture de la section environnement du collège Finémouy, c'est à Wallis. Oui, c'est un projet qui voit enfin le jour et qui ravit élèves et enseignants. La section environnement fait peau neuve au collège Finémouy. Pour la professeure à l'origine du projet, je cite, « voir les élèves s'investir, poser des questions, comprendre l'impact de leurs gestes, c'est exactement ce qu'on voulait. » Alors, grâce aux instances éducatives, le collège va enfin pouvoir sensibiliser les élèves à la préservation de l'environnement, au programme observation des coraux, des tortues et ramassage des déchets. Je suis super content d'être dans cette section. On apprend en vrai, sur le terrain, pas juste en classe, et en plus on aide la nature. Voici ce que confiait Danaël dans un reportage de France Info, et on leur souhaite de décrocher le prix Éducation du climat 2024-2025. Merci beaucoup Louisa, on vous retrouve tout à l'heure. On va parler intelligence artificielle maintenant. Oui, mais intelligence artificielle à l'école. Les profs adorent, les élèves aussi, pas pour les mêmes raisons. On en parle tout de suite. L'intelligence artificielle est-elle un danger ou une opportunité? Peut-être bien les deux, mais en tout cas, il va falloir l'accompagner. Parce qu'au sein de l'école, les avis divergent quand même. On va en parler avec notre invité, Mathias Debièvre. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Vision, acteur central des data space en Europe et spécialiste des services en intelligence artificielle. Et puis vous êtes également membre du consortium OpenEd IAG, c'est comme ça qu'on dit, qui porte un projet d'intelligence artificielle en open source. J'aimerais qu'on réagisse déjà sur toutes ces vidéos qu'on voit fleurir notamment sur TikTok depuis quelques mois, avec ces enseignants qui s'arrachent les cheveux autour de ChatGPT et tous ces élèves qui répondent exactement la même chose. Je pense que beaucoup d'entre vous, enseignants qui nous regardent, ont dû tomber sur cette vidéo TikTok où une enseignante vraiment hurle sur ses élèves parce qu'ils ont tous les mêmes réponses. Là, on est face quand même à un petit problème avec l'IA. Oui, c'est la question du plagiat, c'est la question de ne pas apprendre par soi-même. Il y a évidemment ces sujets-là. Il y a aussi des bonnes choses. On voit des vidéos d'un prof qui se dit « mais comment ça se fait que vous avez tous monté en notes ?» Et puis il leur montre un outil où les élèves mettent le cours et puis ça sort des cartes de révision du cours et ça les a aidés à réviser. Et donc la question pour moi, c'est vraiment de se dire, dans tous les cas, l'IA, elle va être utilisée.
dans tous les cas. Et ça, il n'y a pas... On peut faire des chartes, on peut faire tout ce qu'on veut dans les établissements. On ne va pas empêcher ni les élèves, ni les professeurs d'utiliser ces outils qui sont quand même révolutionnaires. De toute façon, on ne pourra jamais empêcher les élèves de tricher quand ils vont pouvoir le faire, ou en tout cas de moins travailler s'ils le peuvent. Néanmoins, et on le sait parce que, étant moi-même utilisateur d'IA, l'information qui nous est donnée notamment par ChatGPT n'est pas toujours vérifiée, n'est pas toujours la réalité. Et les élèves prennent ça comme argent comptant sans vérifier. Là encore, on est sur un gros problème de société quand même, puisque on est face à du mensonge ou parfois de la réinterprétation, comme on dit, de l'invention sur certaines choses. On peut pas. Il va inventer des textes. Si on lui demande qu'est-ce que Rousseau a dit sur quelque chose, il va inventer une citation de Rousseau, et dans un Rousseau probablement très convaincant. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Et donc du coup, la solution, c'est quoi? C'est de dire comment on fait une IA qui va expliquer déjà comment elle arrive à cette réponse et qui se base sur des sources fiables. Et donc ça, on a les technologies aujourd'hui pour pouvoir dire, eh bien, on va prendre comme base le programme, on va prendre comme base le contenu du professeur et d'autres sources fiables, et on va dire à l'intelligence artificielle, bah, tu te bases uniquement sur ce corpus-là pour générer des réponses, pour générer des exercices, pour générer du contenu. Et donc ça permet d'allier le meilleur des deux mondes, la faciliter l'usage de l'IA et garantir que les données de base soient fiables et qu'il y ait une validation pédagogique de ces données. Ça, c'est absolument essentiel. Entre parenthèses, on parle de ChatGPT. Il faut bien préciser que nous avons maintenant un outil européen qui s'appelle Mistral AI, un outil français, qui concurrence même plutôt bien de ce que j'en entends ChatGPT. Je suppose que vous recommandez peut-être qu'on soit plus du côté de Mistral AI. Nous, ce qu'on recommande, et donc, vous avez cité le projet OpenAid IAG. Le projet OpenAid IAG, c'est de dire comment on crée le cadre pour permettre que l'IA soit utilisée. Donc, il y a des acteurs technologiques de l'EdTech, comme VitaScience, comme Tralalaire, comme Stelia, comme d'autres, et il y a des académies de l'éducation nationale pour créer ensemble cette IA au service de l'élève, au service du professeur. Et là-dessus, il faut des composants qui permettent d'expliquer l'IA, qu'elle permette d'expliquer comment générer cette réponse, cet exercice, qui permettent de valider quelle source, qui permettent d'assurer la sécurité, le RGPD. Et là-dessus, il faut évidemment que cette IA, elle soit souveraine. Parce que demain, on a une super IA d'éducation, mais elle n'est pas souveraine, on devient de plus en plus dépendant. Alors, souveraine, qu'on précise bien pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est hébergé en France. Si on a une IA, par exemple chinoise, je dis ça au hasard, qui effectivement se calque sur nos contenus pédagogiques, ça peut poser quelques questions. Alors, il y a différentes choses. C'est pas seulement hébergé en France. C'est hébergé en France, mais aussi contrôlé par des acteurs français ou européens. Exactement. Parce qu'on peut avoir des acteurs étrangers qui hébergent un truc en France. Oui, tout à fait. Ils seront quand même, parce qu'il y a des sujets aussi avec l'élection de Trump, etc. Ils seront quand même soumis aux législations américaines, et donc les données pourraient être reprises. Donc il faut qu'on crée, il faut pas seulement qu'on dise ce qu'on veut pas dans l'IA, c'est important, mais il faut aussi qu'on crée l'IA qu'on veut. Et cette IA, elle doit être à nous, et du coup, on doit y mettre la main à la pâte. Et c'est le projet OpenAid IAG de créer ce cadre et ces composants pour permettre une IA qui soit conforme au programme, qui explique ses résultats, qui soit conforme au RGPD, pour aider à créer des contenus, pour générer des exercices personnalisés en fonction du niveau de l'élève. Mais l'IA, c'est aussi autre chose, et j'aimerais citer ce collège de la Manche où des collégiennes ont été victimes de deepfake avec des vidéos pornographiques où il y avait leur tête sur des actrices pornographiques. Là, on est encore sur une utilisation de l'IA qui est très, très, très dangereuse, surtout sur des collégiennes. Enfin, si c'était sur des lycéennes, ce serait la même chose, mais je veux dire, on est plus fragile, évidemment, dans cette période-là. Là encore, rien n'est contrôlé. C'est-à-dire que l'IA à l'école, oui, mais l'IA aussi dans la société, c'est complexe. C'est très complexe. J'ai pas réponse à tout. Donc, sur cette question-là, j'ai envie de dire, c'est un délit. Il faut attaquer les gens, il faut le faire. Il faut ensuite, en effet, d'avoir des garde-fous dans ces IA pour que
des images pornographiques ne puissent tout simplement pas être générées. Oui, c'est ça. C'est déjà un bon début. Mais ça va, mais ensuite, ça va pas empêcher qu'on fasse une caricature, un truc, etc. Ça relève du harcèlement. C'est un délit ou un crime, je connais pas non plus toute la juridiction, mais il faut que ce soit puni. Et il faut qu'il y ait des IA, peu importe l'IA utilisée, qu'on mette un certain nombre de barrières et d'interdictions, tout comme dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a l'interdiction et la détection automatique si on met du contenu pornographique, pédophile ou raciste ou autre. Donc ça, et l'IA Act, il y a un règlement qui, entre autres, empêche tout ça et encadre tout ça. Mais qui est encore perfectible, on est d'accord, au vu de tout ce qui se passe, quoi qu'il en soit. Donc on est sur les débuts, ça va évoluer. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement, c'est ce que je disais, je me répète, il ne faut pas seulement la réglementation, c'est bien, il faut aussi créer l'IA qu'on souhaite. Et c'est pour ça que des projets comme OpenAid IAG sont essentiels, parce que du coup, ce sont les professionnels, l'académie et les acteurs technologiques qui, ensemble, créent une IA qui respecte nos valeurs, mais qui aussi est très efficace. Je donne un exemple très rapide. Je suis un étudiant, je vais demander à ChatGPT c'est quoi l'ADN. Il va me répondre à un truc qui ressort du Wikipédia, un peu généraliste. Ok, je peux poser quelques questions en plus. J'utilise une IA qui se développe dans le cadre d'OpenAid IAG, qui est connectée au bon contenu, qui est connectée à mes données et à mon niveau en tant qu'élève. Je lui pose la question c'est quoi l'ADN. D'une part, ça se trouve, il donne pas tout de suite la réponse, mais il me permet de trouver de moi-même la réponse, et il l'adapte à mon niveau. Parce que c'est pas la même chose si je suis un étudiant en master de biologie que si je suis en 4e en SVT. Ça, c'est effectivement l'idéal. Oui. Mais c'est dans combien de temps qu'on va arriver à ça ? Ça, concrètement, le fait de pouvoir faire des RAG, c'est-à-dire de baser... Oui, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est un RAG. mais pour faire simple, le fait de pouvoir dire à l'IA, tu ne te bases uniquement sur ces données, de les connecter aux données personnelles, etc., c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le projet OpenAid IAG est en cours d'instruction par la BPI, mais devrait, si c'est bien validé, et c'est essentiel que ce le soit, devrait commencer en septembre. Et dans les prochains mois, on a quelque chose qui fonctionne bien. Et on a déjà des solutions qui adresse ça. Par exemple, une solution comme EdTake va permettre d'aider les professeurs à générer des cours sur la base de leur contenu, voilà, parce qu'effectivement, donc il y a des choses qui existent déjà. Voilà, pour aller sur le côté positif de l'IA, c'est vrai que les enseignants sont plutôt positifs, en tout cas ceux qu'on rencontre ici, parce que ça leur aide à générer des cours, à avoir des angles différents de ce qu'ils font d'habitude, même à imaginer des nouvelles formes de pédagogie. Donc on voit que quand c'est utilisé de manière vertueuse et un petit peu intelligente, ça fonctionne vraiment. Oui. Ouais. Tout à fait. Et il y a des solutions qui le font déjà, qui intègrent l'IA pour générer des exercices, pour générer des cours. Donc, j'ai parlé d'EdTake. Il y a des solutions comme VitaScience qui aident à former les élèves à ce type d'exercice. Aujourd'hui, de faire un agent IA qui va se connecter à des données privées, etc., pour générer des exercices personnalisés, c'est dans l'ordre du possible. Il y a des choses qui doivent être financées pour garantir l'explicabilité, la bonne sécurité, la bonne gestion du RGPD, pour améliorer tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est y aller, investir dedans et le faire, et c'est ce qu'on fait, et le déployer largement. Et c'est pour ça aussi que je salue ce qui a été annoncé lors du sommet IA par la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, d'ouvrir un marché pour la création d'une IA à destination des profs. Donc il y a quand même cette volonté de dire, on prend le sujet à bras-le-cœur et on investit et on le fait. Et comme ça, c'est quand même la meilleure manière de réguler les usages, c'est si on en propose, plutôt que uniquement réguler et attendre que les autres respectent ce qu'on souhaite. Y a autre chose qui est intéressant, et j'avoue qu'en le lisant, j'ai pas su me positionner par rapport à ça. Grâce à l'IA, on pourrait savoir et reconnaître les points faibles des élèves et même les prédire et pouvoir les aider, parce que c'est bien pour ça évidemment qu'on analyse. Je ne sais pas si on est dans une forme d'ingérence qui peut être mal vécue par l'élève et par les parents, ou si au final on n'est pas là sur une vraie révolution dans l'accompagnement des élèves. Non, je pense que mal vécu,
les gens pourront toujours refuser, mais la question c'est, prenons n'importe quelle autre personnalisation. Si j'ai dans la santé quelque chose qui peut dire j'analyse tes données de santé, d'alimentation, etc. Oui. Et je détecte mieux les risques pour toi qui ne sont pas les mêmes que pour moi. Ou que oui, pour ce qui existe d'ailleurs. Maintenant, on peut détecter les maladies. C'est quand même mieux. Et donc si moi, dans l'éducation, on peut regarder mes notes, on peut regarder les exercices que j'ai déjà faits, les contenus que j'ai déjà regardés, etc. Et à partir de ce moment-là, dire par exemple, je sais pas, les fractions, c'est très bien, tu maîtrises, mais en fait les suites, tu maîtrises pas, et donc je vais plus insister là-dessus. Par contre, ton ami, c'est l'inverse. Tant mieux, c'est plus efficace, les gens s'ennuient moins et j'apprends plus vite. Et donc je vois pas l'ingérence réellement. C'est une aide pour mieux personnaliser les choses plutôt que d'appliquer à tout le monde la même chose, alors que tout le monde n'a pas forcément le même niveau. Et c'est une vraie aide pour le professeur aussi, qui ne peut physiquement pas faire un truc personnel pour tout le monde sans l'aide de ces outils. Et ensuite, ça donne un certain nombre de données pour le prof, justement, de dire, sur ma classe, quel est le sujet sur lequel ça pêche un peu, le prochain cours, je mets plus d'attention là-dessus. Donc c'est vraiment une augmentation, ça va décupler le potentiel à la fois des professeurs et des élèves, et donc c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Encore une fois, il faut garantir le bon socle et la bonne infrastructure, les bonnes données, que ça n'hallucine pas, qu'on puisse expliquer, qu'on puisse contrer, aller contre, refuser quelque chose. Et c'est tout l'objet des espaces de données de permettre ça, et notamment du projet OpenAid IAG. Vous rédigez régulièrement des chroniques pour le journal du net. Oui. Et il y a un sujet que vous avez traité qui m'a particulièrement interpellé, c'est Parcoursup. Oui. Le magnifique Parcoursup, c'est ironique bien évidemment, qui crée tant de troubles, de stress, d'anxiété, que ce soit auprès des parents ou des lycéens, qui fonctionne sous la forme d'une intelligence artificielle d'un certain côté, mais pas tout à fait. De quelle manière on pourrait le rendre, grâce à une vraie IA, beaucoup plus, j'allais dire émotionnel, mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire beaucoup plus proche, beaucoup plus humain que cette espèce de truc froid qu'on se prend un petit peu à travers la tête. Il y a un sujet avec Parcoursup, comme l'a dit notre Premier ministre dans son discours. Ça fait longtemps qu'il y a un sujet avec Parcoursup quand même. Mais oui, il y a un sujet. Il y a différents niveaux en fait, parce que c'est pas seulement Parcoursup, c'est l'orientation en général. Quand on voit que environ 25-30% des étudiants en première année soit arrêtent, soit se réorientent, sans compter ceux qui redoublent, etc. Mais donc il y en a 30% qui se disent en fait c'était pas le bon choix. C'était pas ça. C'est quand même énorme. Et je pense que ça équivaut à des centaines de millions d'euros dépensés pour rien. La problématique pour moi, elle est de dire aujourd'hui, on est lycéen, on connaît pas beaucoup de métiers de base. Et on ne sait pas de ce qu'on pourrait faire, on ne connaît pas ses compétences. Nos parents connaissent certains métiers, est-ce qu'ils sont faits pour nous ou pas? On voit quelques conseillers d'orientation pas assez longtemps pour qu'ils nous connaissent bien, et donc on fait des choix un peu comme ça, et on sait pas ce qu'il y a derrière. On pourrait, dès le lycée, mieux identifier grâce à l'intelligence artificielle les compétences, les appétences de la personne, lui faire découvrir des métiers, lui faire rencontrer des professionnels. Il y a les outils, il y a les réseaux pour ça, et l'intelligence artificielle permettrait de matcher ça. Donc ça, c'est un premier truc qui permet de mieux informer le choix. Ensuite, sur Parcoursup, il y a un système qui est celui qu'il est. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un marché parallèle, par exemple, de coaching à Parcoursup. Il y a tout un business, désolé pour ceux qui en vivent, mais c'est quand même dommage de payer 500 € par heure pour apprendre la meilleure stratégie Parcoursup. On pourrait, grâce aux données de Parcoursup, qui sont d'ailleurs en open data, grâce aux données des personnes, déjà mieux préparer la personne et lui
indiquer des probabilités d'acceptation de ces choix et des conseils en amont, comment améliorer le dossier, ah tiens là t'as très peu de chance, peut-être change ton vœu par un autre, et donc mieux amener la personne à se saisir des choses, être mieux préparé et être moins stressé. Ça, ce serait déjà bien, et c'est une première chose. Ça change pas le système, mais ça permet de mieux s'y préparer. On pourrait mieux prédire nos chances et s'ajuster. Et après, je pense qu'il y a un vrai sujet de fond sur l'orientation, de utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir des métiers, se projeter, connaître les études, parce qu'aujourd'hui on va faire des études. Si on fait un master, on va choisir des études au lycée, on ne sait pas c'est quoi les études, c'est pas ce qu'on va apprendre. Oui, puis on sait même peut-être pas ce qu'on a envie de faire, tout simplement. On sait pas ce qu'on a envie de faire, et on connaît encore moins le métier à l'issue. Donc moi je me suis réorienté, il y a du bon, il y a du mauvais, mais finalement j'ai fait des études de communication, et c'est qu'après 4 ans d'études que j'ai eu un premier stage de communication où je me suis rendu compte que travailler en agence de communication, c'était pas mon plus grand kiff. Bah, ce serait bien de le faire beaucoup. Mais l'IA pourrait le faire. Néanmoins, vous dites qu'il est crucial que l'État soit le premier moteur de ces changements. Donc, je lis que ce n'est pas le cas. Et vous dites même que la France est en retard. On est combien en retard ? Alors, en retard sur quoi ? Sur l'IA, sur le déploiement de l'IA, et notamment dans l'éducation nationale. Alors, sur le déploiement, il y a différentes choses. Sur l'orientation, l'IA ne peut pas tout faire, mais pourrait me permettre de mieux découvrir des métiers et de mieux matcher les gens. Ensuite, oui, c'est à l'État d'impulser une stratégie, surtout en France où justement l'État contrôle. Mais donc est-ce qu'il le fait assez ? C'était ça ma question. D'une certaine manière, avec les récentes annonces qui doivent se matérialiser, mais d'annoncer la création d'une IA pour les profs, d'annoncer des choses comme ça, oui. Je pense qu'il y aurait plus à faire sur la collaboration publique-privée, sur la mise à disposition de données d'orientation, d'éducation pour mieux entraîner des IA et pour pouvoir plus rapidement mettre en œuvre ce type de système. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir les solutions, on peut avoir les idées, mais il faut accéder aux données des élèves, des contenus, des choses comme ça, des parcours d'orientation et autres. Et ces données, elles sont très protégées, à juste titre, mais on a les moyens de les utiliser de façon sécurisée, et l'État pourrait aller un cran plus loin sur la mise à disposition sécurisée de ces données pour entraîner l'IA. On pourrait imaginer une IA spéciale éducation nationale, bien sûr. Qui ne soit pas Mistral AI, qui soit autre chose, et qui ne puisse pas déborder du cadre de l'éducation nationale. Parce que le problème, c'est qu'elle s'implémente toute seule, cette IA. Elle va avoir tendance à aller chercher d'autres choses. Alors, oui, c'est-à-dire que déjà, Mistral, en fait, c'est un modèle. Donc, l'éducation nationale pourrait prendre ce modèle qui est open source et l'opérer elle-même. Et elle pourrait dire, ce modèle, il s'exécute sur nos données, sur nos programmes, mais pas sur d'autres, comme ça, voilà. Mais pas sur d'autres, où ça se trouve c'est intéressant d'intégrer des données de la recherche, des choses comme ça, donc de déterminer quelles données sont utilisées, à quelle fin, quel garde-fou on met, et ça c'est tout à fait possible. C'est le cas du projet OpenEd IAG, donc c'est pour ça qu'on appuie, on a des académies avec nous, donc ça c'est bien. Après, moi je suis un entrepreneur et passionné par ces sujets, donc qu'est-ce qui pourrait être fait mieux? Peut-être d'aller plus vite dans le déploiement, dans la mise à disposition. Et je pense que ça, beaucoup de gens seraient d'accord qu'on pourrait aller plus vite sur un certain nombre de choses. C'est exactement ce que j'allais dire. On peut aller vite sur plein de sujets. Merci beaucoup Mathias Debièvre d'avoir été avec nous, fondateur de Vision et membre du consortium OpenEd IAG. Et pour répondre à la question, c'est évidemment une opportunité liée à l'école. On l'a bien compris. On marque une courte page de pub, les amis. On revient tout de suite.
De retour dans le grand JT de l'éducation et nous sommes maintenant à 3 mois des premières épreuves du baccalauréat et peut-être que chez vous, c'est un peu le branle-bas de combat, c'est un peu le stress à tous les étages, dans vos classes aussi, si vous êtes enseignant. Alors moi je vous propose de réviser, mais dans la bonne humeur. Voilà, se mettre autour d'une table avec un jeu, des questions, et c'est justement ce que propose ce jeu de plateau-là, qui s'appelle « Passe ton bac d'abord ». En plus, il a été fait avec 15 enseignants de l'éducation nationale. Donc c'est du sérieux. On va en parler avec leur créatrice, Ophélie Collin. Bonsoir. Bonsoir. Enseignante certifiée en sciences économiques et sociales. Et Charlotte Cadou, bonsoir. Bonsoir. Graphiste spécialisée en conception de jeux de société. Vous êtes les cofondatrices donc de Pédaboost, qui est la société créatrice et éditrice de ce jeu. Comment vous est venue l'idée? Laquelle d'entre vous a des ados qui sont actuellement en PLS? Ou des amis? Ou des élèves. Ouais. Alors moi je suis enseignante du coup, ouais. Et le constat, j'ai eu un choc un jour le 10 juin 2018, quand je me rends compte que mes élèves ne se souviennent que du dernier chapitre qu'on a étudié et qu'ils ont oublié les 11 premiers chapitres et que le bac est dans 3 jours. Donc ça a vraiment été le point de départ de me dire, en fait les élèves oublient au fur et à mesure, il faut vraiment trouver quelque chose, un outil qui leur plaît pour remédier à ça. Je l'ai dit, et ça c'est quand même très très important de le préciser, 15 enseignants de l'éducation nationale ont travaillé sur toutes ces questions. Donc on est raccord. On est d'accord. Oui, c'est un jeu donc, qui correspond parfaitement au programme du baccalauréat 2025. On y tient, il est actualisé avec toutes les matières tronc commun et spécialités qui se trouvent donc pour les programmes de première et terminale générale. Ça veut dire qu'en 2026, vous allez devoir actualiser à chaque fois, parce que notamment pour le bac de français, les œuvres changent. Alors, c'est un petit peu ça. Ouais, le jeu sera tout le temps actualisé. Concernant les œuvres littéraires, les matières littéraires, on est parti sur ce qui ne bouge pas pendant quelques années pour ne pas l'actualiser tous les ans. Donc il y a vraiment des choses qu'on retrouve tous les ans. Alors Charlotte, ce jeu, comment est-ce qu'il fonctionne? Déjà, je vous montre le petit coffret. Passe ton bac d'abord, qui est une phrase que beaucoup d'enfants et d'adolescents ont entendue. Nous avons le plateau qui est là, donc en forme de serpent, si on peut dire. Et je suppose que nous avons des petits pions qu'on fait avancer avec des dés. Exactement. C'est donc un jeu de plateau qui se joue de 1 à 6 joueurs. Il y a un mode multijoueur pour jouer en famille ou entre amis. Et il y a un mode solo pour réviser seul jusqu'au bac. C'est vraiment un jeu qui mêle auto-évaluation parce qu'on va se dire d'accord, là je pense pouvoir répondre correctement à 4, 5 ou 3 questions et avancer ou reculer en fonction. Rapidité parce qu'il y a des questions de primaire qui sont intégrées où on peut se dire que c'est facile mais finalement on peut avoir perdu un peu les connaissances même de primaire. Et challenge parce qu'il faut pouvoir arriver jusqu'à 20 dans le temps imparti. Une partie dure environ 1 heure. Et voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à 20. Quand le premier arrive à 20, on se fige et on est sur la note où on est. Donc si on est sur 10, on a le bac. 12, on a des mentions. En dessous de 10, on l'a pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut rejouer à l'infini. Voilà. Ouais. Alors, on va le tester. Vous allez me tester dans quelques instants. Mais d'ores et déjà, c'est quand même une excellente idée dans le sens où ça dédramatise le baccalauréat. Et ça met aussi les parents dans l'équation. Puisque les parents sont toujours à dire « mais il faut que tu aies le bac, il faut que tu aies de bonnes notes, etc. » Et puis, quand on les met devant le fait accompli, ils sont un petit peu moins à l'aise. Donc, on peut se dire aussi qu'il y a une sérénité familiale qui se noue là. C'est un des objectifs, vraiment d'intégrer toute la famille, tout l'entourage du jeune. Et on a voulu en fait contrer toutes les difficultés d'apprentissage actuelles. C'est-à-dire que les apprentissages sont très court-termistes, c'est vécu comme ennuyeux. Les jeunes ne savent pas quoi, quand, comment réviser. Et les parents sont très demandeurs de participer, mais n'ont pas les outils. Donc on essaye de résoudre tous ces problèmes-là en un jeu. Donc on lance les dés. Il n'y a pas de dés. Et alors comment est-ce qu'on avance? On s'auto-évalue. Alors par exemple, si je suis sur le 1, là, je suis sur le 1. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors en fait, le jeu commence à la case 7 pour les lycéens et à la case 9 pour les autres. Tous les autres qui ont déjà eu le bac ou ceux qui l'ont même pas eu, c'est pas grave. En fait, on commence au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'avance-recul qui fait que si on commence à 1, on peut très vite aller à moins 1. Et on n'a pas prévu un plateau XXL. Mais du coup, on commence à 7 ou on commence à 9. On va donc au début de la partie prendre toutes les cartes dans ses mains de la spécialité qu'on aura choisie, à mélanger avec des cartes tronc commun. Alors moi, je choisis français, s'il vous plaît, littérature. Non, mais on va essayer. Oui. Je vais être probablement très ridicule, parce que mes connaissances sont limitées, mais on va voir quand même. On va commencer par simple. Qu'est-ce qu'un roman? Qu'est-ce qu'un roman? Eh bien, c'est une œuvre fictionnée, écrite,
dans un style narratif. Moi, alors, est-ce que ça marche? Ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qui lit la question qui évalue si oui ou non ça correspond à la réponse. Il faut quand même que ça corresponde à la réponse, mais on peut avoir une marge de manœuvre, c'est-à-dire celui qui passe le bac, on va être plus dur avec lui, celui qui l'a déjà passé, on va se dire ça va. On accepte. Donc, Ophélie, on accepte ou pas alors? Alors, justement, avant d'accepter, ce qui nous importe, c'est que tous les autres joueurs peuvent participer. En fait, tous les autres joueurs cherchent la réponse, peuvent taper sur le paquet de cartes et dire souffleur et proposer une meilleure réponse que vous. Donc, si Charlotte propose une meilleure réponse que vous, je vais lui accorder le point et vous aurez perdu votre point. D'accord. Mais on accepte. Ah, on accepte. Bon, super. Eh bien, ça va, je ne serai pas ridicule tout de suite. Donc là, j'ai gagné, par exemple, quoi? Je vais sur le 8, par exemple, ou le 10? Eh bien, si vous aviez évalué que vous alliez répondre à 3 bonnes questions sur cette même carte et que vous avez en effet 3 bonnes réponses, vous avancez de 3. D'accord. Si en revanche, vous ne répondez que à 2 bonnes réponses, vous reculez de 3. C'est assez dur parce que le bac, finalement, c'est dur. Et on aimerait aussi montrer ça aux parents et à tout le monde qu'on dit souvent le bac, c'est dans la poche maintenant. En fait, pas vraiment. Donc, ça permet à tout le monde de mettre les pendules à l'heure. Voilà. C'est vrai que on peut se dire également que les parents peuvent avoir une petite longueur d'avance parce qu'ils ont déjà passé le bac. Et ce que vous avez observé quand vous avez fait les premiers tests, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est qu'on a tout oublié, nous, adultes, et ça rend les parties beaucoup plus sympas et serrées. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a 2 cases départ. Les lycéens partent de la case 7 et les parents de la case 9, parce que les lycéens sont meilleurs que nous. On a donc besoin d'un petit coup de pouce pour rééquilibrer un petit peu les niveaux et rivaliser. Et ce qu'on observe, c'est que c'est souvent très, très serré. Est-ce que vous me faites une petite autre? Allez, sur histoire, s'il vous plaît, histoire. Alors, histoire-géographie, allez, en quelle année le mur de Berlin a-t-il été construit? Alors là c'est moins facile, j'allais vous dire détruit, oui. Je n'en ai absolument aucune idée. Les années 60 peut-être? Ouais, bravo. 60, j'allais dire 69, mais non, 68? 61. 61. Bon, j'avais au moins les 60. Et donc là, parce que là c'est une date, donc on est vraiment sur quelque chose de très précis et non pas descriptif, c'est celui qui s'approche le plus, je suppose, de la vraie date qui remporte. C'est ça, alors le lecteur de la carte est arbitre. Donc c'est vraiment au cas par cas pour s'approcher le plus possible et réviser au mieux. Je suppose que... Alors, il faut dire d'abord qu'on peut l'acheter évidemment dans le commerce. Vous pouvez aussi l'acheter, chers amis, enseignants, directeurs d'école, pour jouer en classe. Ça, c'est très important. Mais vous accompagnez aussi les équipes sur ce jeu. Vous allez dans les établissements. Exactement. On propose une formation ludopédagogique qui a deux objectifs. Le premier, c'est d'expliquer ce qu'est la ludopédagogie. Et le deuxième, que les enseignants, les équipes deviennent des ludopédagogues. Donc mettre les jeux dans les mains des enseignants, c'est très bien et c'est la première étape. Mais qu'ils sachent l'exploiter au mieux et que ça soit vraiment efficace, c'est encore mieux. Ouais. Dans le CDI, également, on peut y jouer. Et c'est vrai que c'est une idée qui est évidemment excellente, mais on se dit pourquoi elle n'arrive qu'en 2025. Ça devrait être partout depuis des dizaines d'années, puisque ça fonctionne. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que vous avez, quand vous allez voir un petit peu les directeurs d'école, d'établissements, vous leur dites, mais attendez, qu'est-ce que vous faisiez jusque-là ? C'est vrai que merci en tout cas pour votre soutien, parce que nous on y croit vraiment que le jeu, d'ailleurs ça a été prouvé, aide à l'apprentissage. Bien sûr qu'on ne va pas avoir les chefs d'établissement avec un discours un peu méchant, mais en tout cas, ce qu'on leur dit, c'est que la technique fonctionne. Les jeunes sont très friands de jouer sur l'enjeu de fin d'année qui est le bac, et qu'aujourd'hui, les outils nécessitent d'être repensés avec une nouvelle façon de fonctionner. Donc, tout ce qu'on espère, c'est qu'il sera adopté par le plus grand nombre, aussi bien les chefs d'établissement, les lycées, les médiathèques et aussi et surtout les familles. Donc là, ça y est, il est lancé, Il est lancé. On est d'accord, il est disponible. On peut le trouver où exactement ? Alors, on peut le trouver sur notre site qui s'appelle pedaboost.com. Et du coup, de plus en plus dans les établissements, les bibliothèques, les médiathèques, partout où les jeunes révisent. Et à quel prix ? Parce que c'est quand même important. Il est disponible au prix de 39,99 €, donc à peine plus cher qu'un Trivial Poursuite, un jeu de questions et réponses qui ne vous aidera pas à réviser le bac. Et
et surtout beaucoup moins cher que du contenu parascolaire pour la même dose de contenu. On rappelle qu'il y a 2 programmes entiers de scolarité, première et terminale générale. Donc pour le coup, foncez, parce qu'on l'a produit en quantité limitée pour justement rester dans les programmes actualisés. Donc ceux qui veulent se le procurer, il reste 73 jours avant le bac. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous me faites une toute petite dernière avant qu'on conclue sur de l'histoire toujours, si vous en avez une autre. Expliquez brièvement la crise financière de 2008. Les subprimes, c'est ça, hein. C'est de la spéculation immobilière, donc des gens qui empruntent et... bon bah ça va, on dit oui, non? Parfait, c'est parfait. Allez, nickel. Merci beaucoup Ophélie Collin. Je rappelle que vous êtes enseignante certifiée de SES et Charlotte Cadou, graphiste spécialisée en conception de jeux de société. Donc pour ceci, passe ton bac d'abord. Tout de suite, on retrouve la chronique de Louisa Garotiard qui nous emmène au cœur de la triste réalité des enfants de Gaza. Louisa, dans cette chronique, vous nous emmenez dans la bande de Gaza où les enfants tentent de survivre depuis les attaques du Hamas menées le 7 octobre 2023 en Israël. En effet, Loïc, direction la bande de Gaza, cette enclave située entre la mer Méditerranée, l'Égypte et Israël où vivent des millions de Palestiniens. Après l'attaque destructrice du 7 octobre 2023 par l'État et le parti islamiste du Hamas en Israël, la bande de Gaza vit désormais sous le bruit des bombes israéliennes. Alors 17 mois plus tard, on constate sur ces photos l'ampleur des dégâts, photos provenant de l'UNICEF. Les enfants survivent dans des tentes, l'accès à l'eau, la nourriture et au chauffage est restreint, voire inexistant. Ils souffrent de malnutrition. C'est 17 000 enfants qui ont été séparés de leur famille et l'UNICEF estime même qu'1 million d'enfants n'auront pas accès au service minimum pour survivre. Quant aux accès humanitaires, ils ne sont plus autorisés à entrer dans la bande de Gaza depuis cette trêve qui avait eu lieu entre janvier et le début du mois de mars de cette année. De quelle manière les habitants, les Palestiniens, vivent cette situation? Est-ce qu'on a des retours, des témoignages? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile pour les journalistes français, d'ailleurs ils n'ont pas accès à la bande de Gaza, donc rendre compte de la situation sur place reste difficile, mais on va vous partager, et c'est très précieux, ce témoignage du journaliste gazaoui Rami Abou Jamous, qui au micro de Guillaume Ernet sur France Culture, il raconte la vie sur place, on l'écoute. C'est vraiment l'enfer, ça n'a pas arrêté depuis que la guerre a repris depuis mardi dernier. Les bombardements continuent, les massacres continuent et malheureusement la peur est partout et surtout le pire c'est le déplacement. Hier il y a eu 2 ordres d'évacuation dans le nord de la bande de Gaza, Jabalia, Beth Hanoun, Beth Lahia, et les gens ils étaient en train de partir de chez eux. Quand je dis chez eux c'est des tentes parce que déjà au nord tout a été détruit. Donc ils sont revenus de sud parce qu'ils se sont déplacés pour la 1e fois, placés sur des tentes, sur leurs décombres. Et là, pendant la nuit, malheureusement, ils étaient en train de se déplacer parce qu'ils savent très bien de quoi cette armée est capable. Donc tout le monde a pris la fuite vers Gazaville. Alors c'est vrai que vu d'ici, de Paris, on a peut-être du mal à se rendre compte, mais les chiffres sont effroyables. Effroyable, Loïc, c'est bien le mot. D'après le dernier rapport de l'UNICEF qui date du 24 mars, je vais vous donner quelques chiffres. 14 770 enfants ont été tués, plus de 24 940 enfants blessés, plus de 11 000 sont portés disparus et 95% des écoles sont endommagées. Alors comment parler de cette guerre aux enfants sur place? Comment les sortir de cette situation grâce à l'imaginaire? Eh bien c'est Rami Abou Jamous qui une fois de plus va nous expliquer comment est-ce qu'il raconte cette situation à son jeune fils de 3 ans. On l'écoute. J'ai essayé de le mettre dans un monde un peu parallèle, c'est-à-dire un monde qui a pas de massacre, il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de drone. J'essaye à chaque fois de transformer l'image du pire à une image un peu de conte de fées pour lui. Les avions de chasse, c'est plutôt des avions pour s'amuser et pour le parachutage. Je lui montre sur YouTube comment les gens s'amusent avec le parachutage, notamment en France. Les drones israéliens qui nous tapent, c'est des drones, c'est des oiseaux, c'est des grands drones qui jouent avec les oiseaux et que Walid il peut jouer avec eux. Les bombardements, ce sont des feux d'artifice. Et après, il faut faire avec des petits moyens qu'on a parce que quand on était bloqué, on est toujours local, on est assiégé, il y a plus rien, il n'y a pas de jouets, il n'y a rien. Donc il fallait être un peu créatif.
Il y avait eu une trêve du 19 janvier au 1er mars et puis les bombardements ont repris. En effet, voici Loïc, on les voit, les pénibles images sur cette vidéo provenant de l'UNICEF. Catherine Russell, qui est la directrice générale de l'UNICEF, disait, je cite, concernant cette trêve, « Dans la nuit du 17 mars, l'offensive israélienne a frappé des centaines de personnes, dont plus de 130 enfants, ce qui représente le plus grand nombre d'enfants tués en une seule journée au cours des 12 derniers mois. Côté Israël, l'UNICEF estime que 7500 personnes ont été touchées, 1200 sont mortes, dont 137 enfants. Conclusion, l'UNICEF demande un cessez-le-feu au sein de la bande de Gaza, la mobilisation des pays influents et aussi le respect du droit humanitaire afin de venir en aide aux civils et libérer les otages. Petite recommandation chez vous, en ce tumulte, vous pouvez écouter le podcast Lecture Jeunesse, podcast de Mathilde Wagman sur le site de France Culture. Cet épisode est intitulé « Le conflit israélo-palestinien expliqué aux enfants et aux plus grands ». Celui-ci vous permettra de répondre aux questions de vos enfants ou en tout cas de leur donner des clés de compréhension. Et en attendant, vous pouvez vous rendre sur le site de l'unicef.fr si vous souhaitez faire un don. Merci beaucoup Louisa. On va essayer de retrouver le sourire modestement avec le Zap. Évidemment, c'est le meilleur de School TV. Parfois, c'est aussi là-dessus que vous insistez, ce sont des productions ou des propos de personnes qui sont visées par des campagnes de haine en ligne, mais assez vite, ça glisse vers la personne. Et c'est là où vous dites, on bascule vers le lynchage. Exactement. Alors, au départ, moi, je trouve que MeToo a rendu service au départ pour les femmes, pour pouvoir s'exprimer. Mais à partir du moment où on a pu désigner nommément des gens et puis les cancéliser, c'est-à-dire détruire leur être social, détruire finalement, ne plus leur permettre de travailler, détruire leur famille aussi, généralement, le couple ne résiste pas à ça, la haine avec les enfants se développe, etc. C'est une personne qui n'a plus d'existence sociale. Bon, on peut dire que le combat néanmoins continue parce que 94% des viols ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire, donc il y a quand même encore un déséquilibre assez massif. Oui, mais voilà. La question, c'est quand même pourquoi ? Pourquoi il y a aussi peu finalement de femmes qui vont dénoncer leurs violeurs ? Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en fait la justice n'est pas forcément un très bon service. Beaucoup de femmes se méfient beaucoup de la justice. Ouais. La justice est lente. Et parfois à raison, parce que quand absolument. La justice, il y a eu des petits progrès qui ont été faits dans les commissariats, mais enfin l'accueil est quand même. Et puis la justice, c'est un second traumatisme, c'est-à-dire que on va porter plainte contre un violeur, mais on va revivre ce viol pendant des années, parce que ça va prendre des années. La justice est très lente. Donc, il y a beaucoup de femmes qui reculent devant ça. Et la solution, moi je trouve que la solution MeToo, de créer un bouc émissaire, n'est pas non plus tellement satisfaisante, parce qu'elle est souvent injuste, justement. Depuis la première édition de ce baromètre, est-ce que vous avez observé une évolution, quelque part, de la façon dont les jeunes définissent leur métier de rêve, leur job de rêve ? Alors, effectivement, c'est la 3e édition. Donc, on a eu en 2022, 2023, 2024. À chaque fois, on a plus d'1 millier de jeunes, selon la méthode des quotas 18-24, qui sont interrogés. D'accord. Et il y a des choses très stables dans le temps, des choses en forte hausse, des choses en forte baisse. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi ? Ce qui vous a peut-être étonné le plus ? Ce qui nous a le plus étonné, alors ce qui est le plus étonnant, c'est que cette génération, comme vous l'avez dit, est en quête de sens dans le travail. Ouais. Ça, c'est quand même un point important. Mais pour autant, quand on leur demande sur quels critères ils vont choisir leur job de rêve, le numéro 1, ça reste le salaire. Et ça monte au fur et à mesure des années, puisque là maintenant c'est 41% qui disent que le salaire c'est quelque chose de très important et même de prioritaire dans le choix. D'accord. Alors que si on parle par exemple des valeurs RSE de l'entreprise, là c'est en train de s'effondrer, il n'y a plus que 6% qui disent que c'est un critère majeur. Ah oui, ils y portent moins d'importance. Tout à fait, ils y portent de moins en moins d'importance, le salaire de plus en plus. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en quête de sens, Tout à fait. Ça veut juste dire que peut-être ils ont été échaudés par le greenwashing de certaines entreprises qui ont largement parlé de ça, et puis après une fois que le jeune est en entreprise, il se rend compte que finalement c'est pas tout à fait ça, qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes sur ce genre de sujet, peut-être sur les réseaux sociaux qui regardent. Et là aussi, ils ont un certain nombre de doutes. Et puis parce que il y a sûrement une dilution de manière générale sur la question du sens. En quoi ce cursus, ce diplôme, cette formation, elle est inédite ?
Elle est inédite parce qu'elle n'existait pas jusqu'ici. En fait, on a été les premiers à le Cocorico, alors absolument. Elle est inédite puisque, voilà, jusqu'ici, elle n'existait pas. Il y avait sur le côté... Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Oui. Nous, on s'intéresse à la création de formats de flux. Donc, on parle de télé, là. De télé, ce qui ne concerne pas la fiction. Voilà, en anglais, on dit scripted pour la fiction et unscripted pour le flux. Donc, tout ce qui ne fait pas appel à des comédiens, à un script, etc. Donc, des émissions de télé avec des candidats au sens large, même des documentaires. Donc, si, par exemple, on regarde une émission et qu'on se dit, tiens, mais moi, j'ai telle idée, pourquoi pas, tiens, Survivor, Survivor ou Koh-Lanta, machin, c'est super, mais moi aussi, j'ai une mécanique de jeu, mais j'aimerais avoir des conseils de professionnels, j'aimerais savoir comment ça fonctionne et pourquoi pas l'apporter à l'écran. 10, 15 ans après, pourquoi pas, parce que des fois ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, c'est une question de timing beaucoup. Dans ce cas-là, venez vous voir, venez visiter le site de la formation, venez vous inscrire, venez apprendre, parce que je pense que souvent on pense être créatif, on pense connaître les rouages du métier et savoir comment tout ça fonctionne, mais derrière il y a une connaissance du marché à avoir. Il arrive aussi souvent d'avoir une idée mais qui existe déjà à l'étranger sans pour autant le savoir, et donc voilà la raison de cette formation. Et surtout des besoins, parce qu'il y a de réels besoins, il y a un manque de créativité en télé sur le plan mondial. Je pense qu'on le voit, il suffit d'allumer la télévision et parfois on peut trouver que ça manque d'originalité. Voilà, il y a un petit manque de renouvellement, un manque de talent, et c'est pour ça qu'on est là. Cette figure donc du bouc émissaire qu'on croise régulièrement sur ce plateau. Alors nous on la croise plutôt parce qu'on parle souvent, comme vous l'imaginez, de harcèlement scolaire. Mais bon, le principe est le même dans tous les domaines. C'est l'ennemi désigné. Il a une fonction très précise. C'est qu'il permet au groupe, à un groupe en tout cas, de se souder. Exactement. Donc on a voulu d'ailleurs en faire, certains auteurs en font finalement le noyau qui permet de créer un groupe, de créer j'allais dire une civilisation, mais presque. C'est vraiment le noyau de base. C'était la vie de Freud, par exemple, autour du meurtre du père, si vous voulez, qui fonde la société. Passons là-dessus, mais... Pourquoi c'est une des figures les pires qu'on peut croiser? Enfin, une des figures, c'est pas le bouc émissaire qui n'est pas bien, mais ce mécanisme, pourquoi vous dites qu'il est délétère et terrifiant? Parce que quand il y a de la haine, il y a pratiquement toujours la désignation d'un bouc émissaire ou de boucs émissaires qui peuvent être des personnes, mais qui peuvent être aussi des catégories de personnes. Des catégories de personnes, bien sûr. Donc c'est quasiment presque assez automatique, je dirais. Hein. Le bouc émissaire, c'est une crise de haine, en fait. Et à ce moment-là, la personne qui est le bouc émissaire est sacrifiée. Alors auparavant, elle était par exemple lapidée, ou bien brûlée, ou bien pendue, enfin elle était tuée d'une façon ou d'une autre, et là tout le monde participait. C'était le groupe anonyme qui tuait le bouc émissaire. 53% des jeunes recherchent avant tout la flexibilité horaire. Est-ce que ça veut dire déjà qu'ils préfèrent le télétravail ou qu'ils souhaitent simplement plus d'autonomie? Et deuxièmement, 53%, moi je m'attendais à un chiffre beaucoup plus élevé, justement compte tenu de cette génération post-Covid. Alors oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que la notion de flexibilité n'est pas la même de leur point de vue que de celle des entreprises. Puisqu'en fait, souvent, pour les entreprises, quand on dit flexibilité, c'est un jour tu peux commencer à 8h, un jour tu peux commencer à 9h, un jour tu peux commencer à 10h. Et puis du coup, tu décaleras ta sortie en fin de journée. Donc c'est plutôt quelque chose d'infraday. Alors qu'en fait, les jeunes, eux, leur flexibilité, c'est plutôt j'ai pas envie de travailler lundi ou mardi, donc je travaillerai samedi, dimanche. Ce qui, dans le pays des 35 heures et de travail, peut poser un certain nombre de problématiques. mais pour autant, ça reste quand même un critère très important. Et qui est beaucoup plus important que le télétravail. Parce que flexibilité et télétravail, c'est pas la même chose. Là, ils sont pas du tout en demande, ils sont pas trop en demande de télétravail, puisqu'il n'y en a que 27% qui considèrent que c'est un point important. D'accord. Puisque là, il faut considérer que les 18-24, souvent, vivent dans des logements plutôt exigus. S'ils ont un conjoint et que les deux télétravaillent en même temps, il n'y a pas 2 ou 3 chambres comme nous on l'imagine quand on est un peu plus âgé dans le logement. Donc en fait le télétravail c'est pas forcément leur truc, surtout qu'en plus le télétravail ça peut aussi créer des problèmes on va dire d'équipe
De manière générale, les rapports sont beaucoup plus à distance, sont beaucoup plus froids. Eux, ils ont besoin d'être socialisés en entreprise, d'apprendre, puisqu'ils sont encore jeunes. Dans quelle mesure il y a une dimension internationale? C'est-à-dire que, comme tout ce qui se fait à Cannes, justement, c'est international. Alors pourquoi Cannes? C'est parce que Cannes, déjà, il y a la notoriété sur le plan international. Il y a aussi, surtout, la ville qui héberge depuis des années le MIPCOM, qui est le marché international des programmes, des formats télé, qui est le plus grand marché mondial. C'est à Cannes que s'est vendu, par exemple, Survivor. L'émission Survivor a été créée par un Anglais qui n'a pas réussi à le vendre dans son pays il y a un certain nombre d'années. Il y a 30 ans, qui est parti, pas loin en plus. Hein, qui est parti ensuite aux États-Unis, qui a passé un accord avec Disney, un accord de développement, on va dire, un peu plus poussé. Et finalement, Disney, au dernier moment, après avoir payé toute une Bible, etc., a dit non, on préfère pas y aller, on va pas prendre le risque. Et du coup, ce garçon est revenu avec sa Bible sous le bras, est allé au MIPCOM à Cannes et a rencontré des diffuseurs d'une toute petite chaîne suédoise et il a réussi à conclure le deal. Et c'est là où Survivor, à l'époque, Expédition Robinson, a vu le jour pour la première fois sur une petite chaîne suédoise et derrière est devenu le succès mondial qu'on le connaît, avec plus de 70 adaptations différentes, sur 70 territoires. C'est devenu le hit international et aujourd'hui tout le monde rêverait de créer le prochain Survivor, le prochain Koh-Lanta. Non, je voulais juste revenir par rapport à ce métier en particulier. Effectivement, quand on regarde un film au cinéma, quand on regarde une série, on sait qu'il y a un scénariste, une équipe de scénaristes qui ont planché sur le scénario, sur le script, etc. Quand on lit un bouquin, on sait qu'il y a un écrivain qui s'est cassé la tête pour trouver une histoire intéressante et derrière écrire un bouquin. Quand on regarde une émission à la télévision, quand on joue à un jeu vidéo, on pense pas, ou même quand on joue à un jeu de plateau, un board game à Risk ou à Monopoly, etc., on pense pas qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête à imaginer des règles, à imaginer un concept, à développer tout ça. Une mécanique, bien sûr. Une mécanique. Et donc, c'est un métier dont on ignore qu'il existe. Et pour autant, il y a de vrais besoins, il y a de réelles opportunités. Voilà pour le Zap. Merci d'avoir été avec nous. Demain, c'est le retour de la Queen, comme on dit évidemment. Virginie Guillaume sera là pour vous accueillir. Merci Louisa. Avec plaisir. De m'avoir accompagné pour cette petite dernière. Aujourd'hui, l'équipe, vous voyez, j'en suis un petit peu ému. L'équipe, à la Réal, Mani Pézeshk, au son Sully, au maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction que j'embrasse. Ciao les amis, à bientôt.